Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et désolé YouTube pour cette arrivée tardive de mon analyse de l'épisode 5, c'est que j'ai été malade entre jeudi et vendredi, je le suis encore un peu, j'ai chopé une intoxication alimentaire, c'est pour ça que du coup ma réaction à l'épisode 5 est un peu tardive, d'autant qu'en plus ça ne sera pas à chaud mais plutôt à froid. En plus de ça, ma très chère femme qui est là à chaque fois pour m'aider qui est là pour prendre des notes, n'était pas là non plus, donc du coup je n'ai pas pris de notes non plus parce que j'étais malade. Non seulement ma femme était pas là, et en plus de ça, comme j'étais un peu KO, j'ai pas trop pu prendre de notes, donc j'avais un peu la tête dans le coltard, donc j'ai pas non plus la meilleure expérience possible pour essayer de voir cet épisode 5. Cependant, je vais quand même vous en parler, parce que j'ai quand même retenu beaucoup de choses qui n'allaient pas, d'autres qui allaient bien. Et comme à chaque fois, je vais vous donner mon avis d'abord avec une partie no spoil, puis suivi d'une partie spoil. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Comme à chaque fois, venez sur Twitch si vous voulez en discuter plus souvent avec moi de la série et voir les autres programmes que je vous propose sur la chaîne YouTube qui d'abord sont sur Twitch. Notamment, je pense au let's play de certains jeux vidéo et de découverte de trucs qui me font vraiment kiffer, quoi. Et puis voilà quoi, donc on est parti, donc abonnez-vous, merci aux donateurs encore une fois de soutenir ce que je fais sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, derrière moi c'est le bordel toujours, vous inquiétez pas, le 24 septembre normalement je reçois enfin les meubles qui me manquent pour décorer le fond, pour faire vraiment du rangement et bien décorer la pièce, donc alléluia, ça va se faire. Et sur ce, commençons avec la partie no spoil. Alors, moi pour cette partie no spoil, vous savez qu'à chaque fois je vous donne une note de chaque épisode, pour moi l'épisode 5 est celui auquel je vais mettre la note la plus basse, parce que je lui mets un 5 sur 10. C'était sympa, mais ouais, sans plus quoi. Je me suis plutôt emmerdé devant cet épisode-là. Personnellement, je me suis plutôt emmerdé. Il y avait des longueurs, il y avait des moments où je me disais putain mais pourquoi avoir fait ça là? C'était assez, enfin, je me suis plutôt emmerdé. Certains personnages dont j'en avais rien à foutre, notamment la mort d'un d'entre eux, personnage qui était à peine développé déjà dans la saison 1, dans la saison 2, il était un poil oubliable, donc du coup, j'en avais un peu rien à foutre, quand il s'est fait buter. Franchement, rien à foutre. Parce qu'encore une fois, il était mal développé, on n'a pas vraiment pris le temps de vraiment s'attacher à lui. C'est con parce que l'acteur était plutôt bon dans le personnage, ça il faut le dire. Moi j'aimais bien. L'acteur en lui-même qui incarnait ce personnage-là me plaisait beaucoup. Mais bon, il n'y a pas eu beaucoup plus d'informations, de développement de ce personnage-là, donc les couilles quoi, quand il a canné. L'arc de Númenor est toujours à mon sens l'arc le moins développé et le plus mal mis en avant. Tout se passe beaucoup trop vite là-bas, beaucoup de choses ne sont pas assez expliquées. Encore une fois, on sait que les scénaristes et les monteurs n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Les scénaristes voulaient mettre beaucoup plus en avant Númenor pour la saison 2. Les monteurs ont réduit la présence d'écran de Númenor et ça se ressent drastiquement dans cette saison 2, ce qui est vraiment triste. Ce qui est vraiment triste alors que putain Númenor mériterait d'avoir tellement plus de développement. Mais bon, de mon point de vue encore une fois, Númenor aurait dû apparaître en fin de saison 2 ou alors début saison 3. Pour qu'on se concentre vraiment sur la Terre du Milieu au début. Et sur les elfes et les hommes de la Terre du Milieu et les nains. Plutôt que vouloir nous faire apparaître un énième endroit avec d'énièmes personnages et d'énièmes trucs qui du coup font qu'on se perd. Ce qui est dommage. L'arc des nains, il y avait des choses sympas, mais il y a des trucs, ça va beaucoup trop vite. La corruption d'un certain personnage en particulier est allée beaucoup trop vite, mais genre vraiment beaucoup trop vite, c'est pas possible, ça se passe pas aussi vite que ça. Malheureusement, étant donné que c'est une série qui déjà rétracte le temps à mort, la temporalité à mort, malheureusement il fallait s'attendre à ce qu'il fasse ce genre de dinguerie. Donc il y a certaines choses qui vont beaucoup trop vite au niveau de la corruption et tu fais non. Le côté des elfes le côté des elfes qui va un peu qui a une évolution assez sympa concernant Celebrimbor et Anatar. Il y a des scènes plutôt cool, des idées vachement intéressantes je trouve au niveau de la mise en scène, enfin pas forcément la mise en scène mais au niveau de l'écriture.
Donc je trouve quand même que cette saison 2 met un petit point d'honneur quand même assez sympa entre la relation de Celebrimbor et d'Anatar. Ce qui est cool, au détriment de Númenor, encore une fois. Hein. Númenor, c'était un arc principal à développer. Là, c'est tellement rushé. C'est ça, Númenor, c'était un arc principal qui a été... Enfin, c'est un arc principal de base qui est complètement rushé, ce qui est vraiment horrible à voir, du coup. Dans cet épisode, il y a encore eu des refs vachement sympas au lore de base, notamment des événements du premier âge, où on comprend que du coup, Amazon a quand même eu des droits qui lui en permettent de faire des mentions au premier âge, notamment de certains personnages. D'un certain personnage en particulier, même si on avait d'autres qui étaient mentionnés par Anatar. Il y a des petites théories qui peuvent commencer à popper, là, je trouve, notamment concernant la femme elfe qu'on voit, enfin l'elfette, que l'on voyait déjà dans l'épisode 4, je crois, celle qui est un peu l'espèce de suivante de Celebrimbor. J'ai essayé de regarder en VF aussi, juste pour rigoler un peu. La VF est toujours autant dégueulasse. Je suis désolé, mais la VF des Anneaux de Pouvoir est à un niveau nul. La VF, là j'ai essayé de me regarder quelques épisodes aussi, jeudi quand j'étais un peu dans le chaos en me disant vas-y on va essayer de revoir la saison 2 en VF. Putain mais elle est vraiment dégueulasse, hein. La saison 2 en VF, putain c'est irrattrapable. Dégueulasse, c'est aussi pourri que la saison 1, regardez en VO, hein. Sans déconner, regardez en VO. Celebrimbor de Lindon, toujours cette fameuse phrase là, putain qui rend fou, Círdan. Bref. Certains personnages, on comprend toujours pas comment ils se sont développés, comment ça se passe, genre Eärien, la fille d'Elendil. The fuck, comment tu changes comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, c'est le chagrin, machin, mais... Non! Non, tu deviens pas conne comme ça, t'es Núménoréenne, putain! Quand même, faut pas déconner. Toujours aucune mention de Celeborn et Celebrian, pour le mari et la fille de Galadriel. Toujours inexistant, inconnu au bataillon. Toujours aucune mention de Anarion, le second fils d'Elendil, qui aurait mérité d'apparaître quand même là dans ces épisodes-là, notamment l'épisode 5. Je sais pas, une mention, ou au moins genre il apparaît. Parce que là, Anarion est inexistant. Les gens de la série, pour ceux qui ne regardent que la série, ne savent même pas qu'Isildur a un frère. Toujours aucune mention. Le passage du temps est vraiment désastreux. En un épisode, on a les nains qui voyagent en aller-retour à 3 reprises en Eregion, et pendant ce temps, Elrond sprint jusqu'au Havre Gris. Oui, effectivement, la temporalité est toujours aussi mal gérée. C'était mieux géré, je trouve, dans, je crois que c'était l'épisode 2, 1 et 3. Enfin, sur l'épisode 1 et 2, où c'était un petit peu mieux géré. Là, c'est revenu en mode bordel. Voilà, encore une fois, on sent que ça rush, et on sent encore une fois que c'est une série qui fait que des saisons de 8 épisodes, ce qui est encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est un non-sens absolu de faire des séries sur des univers aussi fournis, mais du coup te foutre un handicap dans le cul tout seul, en t'en retirant deux épisodes qui t'auraient permis justement de bien étirer le truc. Ça, c'est à cause de ça, je pense que c'est à cause concrètement de Game of Thrones, hein, qui a tout foutu en l'air avec leur saison 7 et 8, pardon. Celebrimbor et Gil-galad, erreur de casting, je vois pas en quoi il dégage un charisme propre aux elfes. Non, Gil-galad, en fait, disons que le développement, il manque des trucs. Celebrimbor, c'est en train de se faire. Après, oui, je peux comprendre le fait que Celebrimbor soit joué par un acteur qui fait pas elfe. Il fait trop vieux pour un elfe. Surtout pour un elfe de son âge. Que l'elfe qui joue Celebrimbor fasse ancien. Oui, c'est cohérent, parce que Celebrimbor est quand même très ancien. Círdan le Champagné, pardon. Que Círdan soit joué par un acteur qui fasse ancien. Ah, ça, oui. Parce que Círdan, il est dans la troisième période des elfes. Parce qu'ils ont une période vraiment jeune, ils ont une période mid, et ils ont une période ancienne. Et la période ancienne, en gros, Círdan fait partie de ces rares elfes qui ont atteint cette période de vie des elfes. Où vraiment, tu sens qu'il a un aspect vieillissant, qu'il a le barbe, tout ça. Merci Rétro pour ton 32e mois de sub! Merci Rétro, 32e mois, bouya. Dans 4 mois, ça fera 3 ans. Oui, c'est ça, attends, dans 4 mois. Attends, 12 et 12, 24. Plus 12, 36, oui, c'est ça. Dans 4 mois, ça fera 3 ans que tu subs la chaîne. Putain, quand même. Depuis 2021, mine de rien. Eh bah, dis donc.
Eh ben merci Rétro encore une fois. Mais ouais, il y a des trucs, ça va pas trop. Je peux comprendre que l'acteur qui joue Celebrimbor, ça fasse bizarre. Moi aussi au début j'étais en mode bon, c'est con, Celebrimbor il est pas si vieux que ça. C'est quand même un elfe plutôt jeune. Là ils ont casté un acteur plus vieux pour faire le personnage. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Après personnellement, je trouve qu'il fait plutôt le taf. Ouais, je trouve qu'il fait plutôt le taf. Círdan pour moi passe vraiment très bien. Gil-galad, il manque de développement. Mais l'acteur, je l'aime bien. L'acteur me plaît bien, mais il manque de développement, c'est vrai. Enfin voilà. Galadriel qui se retrouve chez les orques. Bah, en plus c'est con, parce que ce moment-là, c'est vraiment à toute fin d'épisode, je crois, et bah bof, pas grand-chose à dire. Enfin bref, voilà. Donc épisode 5 plutôt décevant dans l'ensemble. Donc je lui mets un 5, voire même un 4 sur 10, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, dans l'ensemble, ouais, plutôt décevant. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous avez pensé, déjà sans spoil, de cet épisode, et bien sûr, en spoil après, ce que vous en avez pensé. Donc du coup, on va passer à la, sans plus attendre, à la partie spoil. Donc, partie spoil. Encore une fois, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu prendre de notes parce que j'étais littéralement en état de intoxication alimentaire, donc j'étais plutôt cassé, et ma femme n'étant pas là parce qu'elle était partie bosser sur Paris, eh bien, elle pouvait pas prendre de notes non plus. Donc du coup, je vais faire avec mes souvenirs de l'épisode que j'ai vu du coup jeudi. Et là, pour ceux qui regardent la vidéo là sur YouTube, sachez que j'ai enregistré le samedi 14, tandis que l'épisode est sorti le jeudi 12. Est sorti le jeudi 12. Donc l'épisode, je sais plus par quoi il commence, mais je vais vous dire dans l'ordre qui me revient. Donc du coup, je vais commencer par les nains. Tiens, les nains, la corruption de Durin 3 est beaucoup trop rapide. Comme je disais en partie no spoil, elle est beaucoup trop rapide. Mais encore une fois, c'est compréhensible parce que la série, déjà manque de temps parce qu'encore une fois, elle se fout des bâtons dans les roues en ne mettant que 8 épisodes par saison au lieu de 10, ce qui est une connerie absolue, un non-sens qui est incompréhensible. Mais voilà, sa corruption est beaucoup trop rapide. C'est incompréhensible de la part de nains qui sont techniquement, littéralement conçus pour faire face à la corruption. Ils sont littéralement conçus pour faire face à la corruption et y résister le mieux possible. Donc la cupidité accrue comme ça et le fait que Durin agisse comme un con comme ça dans cet épisode, c'est beaucoup trop rapide. Le fait que Disa, en gueulant dans une cavité, entende le Balrog, tu fais... Pardon? Quoi? Nique ta mère? Non, pas du tout, c'est pas logique du tout. Le fait que les nains, encore une fois, ont besoin de construire des galeries pour avoir la lumière du soleil, pour pouvoir faire des cultures souterraines. Truc que je trouve intéressant, j'ai trouvé plutôt sympa comme ajout du lore, mais qui dans les livres, en fait, n'existe absolument pas, puisque les nains récupèrent la nourriture de l'extérieur en faisant du commerce. Toute la bouffe vient de l'extérieur du monde. Ils ne cultivent pas sous terre. Toute l'agriculture, tout ça, ça vient des peuples extérieurs. Ils font du commerce avec eux, ils font du commerce avec ce qu'ils fabriquent, et ils récupèrent de la bouffe. Tout comme le bois et autres matériaux qui ne peuvent pas pousser sous terre. Donc voilà. Genre les nains étaient pas foutus de réparer les endroits où t'avais déjà des trous. Non, il fallait forcément qu'ils aillent creuser autre part. Parce que les nains sont trop cons pour réparer. Non, il faut qu'ils creusent autre part. Alors l'idée de la pierre, l'idée que l'anneau des nains leur donne une connexion à la terre plus forte, et donc du coup que Durin puisse ressentir la terre et l'écouter, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'était plutôt cool comme idée. Mais voilà, et après l'idée que le nain il prenne la pioche et puis tu le vois miner et genre la pierre se fissure aussi rapidement, je peux comprendre que ça fasse peut-être énerver certaines personnes, mais dites-vous, c'est des nains. Les nains sont littéralement une race conçue pour creuser sous terre. Donc ils ont une force plus forte que les nains. Enfin, plus forte que les elfes ou les hommes. De base, pour creuser. Donc moi, ça me surprend pas. Pour moi, les nains, c'est des Steve de Minecraft. Les machins, ils arrivent, ils te mettent un coup de pioche, ils te défoncent la pierre. C'est normal pour moi. Les nains sont forts sous terre. C'est leur domaine. Donc moi, ça m'a pas choqué, perso. 8 épisodes, les gars se mettent des contraintes temporelles que 2 épisodes de plus pourraient grandement régler. Entièrement d'accord, la collégienne. Surtout que le roi explique qu'ils font ça pour s'affranchir des cycles du soleil. Pas compris. Oui, c'est vrai. Il y avait ça. Incohérence absolue. On va s'affranchir des cycles du soleil. Pourtant, tu creuses des galeries pour capturer la lumière du soleil, donc récupérer le cycle.
Donc là, je sais pas ce qu'ils ont fait les scénaristes à ce moment-là, mais je crois qu'ils sont plantés au niveau du texte. Parce que t'as grosse incohérence. Aucun sens. S'affranchir du machin du soleil, et pourtant, ils font des galeries pour absorber la lumière du soleil, qui a du coup son cycle, parce que voilà... Nick, hein, voilà, Nick. Nick. Bien Nick. Gros Nick. Voilà, donc le côté des nains, voilà, les nains Durin qui fait des allers-retours aussi facilement que possible. Le fait que, du coup, pour rester avec les nains et pour faire la transition ensuite avec les elfes, il y a la cérémonie avec justement Narvi et Celebrimbor présents pour présenter la future porte ouest de la Moria, et tu te dis, d'accord. Donc ils ont fait un des trucs les plus importants et classe du deuxième âge pour la relation entre les nains et les hommes, entre les nains et les elfes, pardon. La première grande relation qui a vraiment eu lieu entre les elfes et les nains depuis jamais en fait. Et ils t'ont fait ça en off. On n'a même pas droit à une scène où on voit genre Narvi et Celebrimbor fabriquer la porte ensemble. On n'a même pas droit à une scène comme ça. Je trouve ça triste au possible. Non, ils font ça en une cérémonie, genre ils boivent des coups. Anatar est en mode moi je veux créer mes anneaux des hommes, hein, je veux mes anneaux des hommes, tu fais mes anneaux des hommes, nanana, mes anneaux des hommes. Et Durin 4 qui arrive en mode oui, mon papa il se fait corrompre par ta merde. Je suis sûr que vous avez pas merdé et tout. Non, on n'a pas merdé, Anatar, je vois pas de quoi vous parlez. Voilà, moi, la porte ouest, pour moi, qui est faite vraiment en mode off, juste elle apparaît comme ça, on vous la présente, tu fais... Non, non, ce ne doit pas juste être une référence, c'est un truc important de l'histoire entre les nains et les elfes. Et c'est rushé. Et je trouve ça dommage. Je suis désolé, mais c'est vraiment dommage. Anatar qui du coup commence à créer les anneaux des elfes, des hommes, et du coup t'as eu la panique, tout ça, t'as une elfe qui panique, l'espèce de petite elfe blonde qui met l'anneau et qui dit être devenu invisible machin ou je sais plus quoi, et qui dit avoir vu une ombre terrible représentant le mal incarné machin tout ça, alors qu'en fait ce qu'elle a vu c'est Sauron dans la pièce, mais Anatar arrive à lui mettre à l'envers que non mais en fait ce que j'essaie de sauver Celebrimbor. Et il lui fait croire que le mal qu'elle a vu, le gros truc de mal, c'est le mal qui se cache dans Celebrimbor. Alors, ok, c'est culotté, mais pourquoi pas. Par contre, j'aime beaucoup, il y a une théorie qui commence à circuler, des gens qui se disent que la petite elfe qu'on voit, du coup, avec qui Anatar rigole, et qui lui fait « je vous avoue, quand je vous ai vu, vous m'avez fait penser à Galadriel, évidemment. » Tu me fais quoi, Maëron l'admirable, là? Oui, Maëron, parce que Sauron, c'est un nom qu'il n'a jamais accepté. Faut que vous sachiez un truc, Maëron, le magnifique, l'admirable, n'a jamais aimé le nom de Sauron. Il n'a jamais voulu qu'on l'appelle comme ça. Il déteste qu'on l'appelle comme ça. Ça, c'est un vrai truc. Tar Maëron, ouais. C'est Tar Maëron, notamment quand il sera à Númenor. Mais putain, love story de merde. Non, il n'y a jamais eu d'amour entre Sauron et Galadriel. Arrêtez, allez vous faire enculer. Déjà épisode 4, ils nous font des love story de merde entre Estrid et Isildur. Bon, encore, ils ont essayé de développer un truc, je dis pas. La love story à la con entre Poppy et l'autre. Oh merde. Arrêtez de vouloir mettre des histoires d'amour partout, bordel de merde. Vous voulez une histoire d'amour qui accroche ? Déjà, laissez le mari de Galadriel Celeborn et leur fille Celebrian. Là, vous aviez de l'amour. Là, oui, vous auriez eu un truc vachement sympa à pouvoir garder, à développer. Ou à la rigueur, un truc qui aurait pu être vraiment un truc qui aurait pu être intéressant, c'est à la rigueur développer une histoire familiale à Celebrimbor. Parce que dans les bouquins, on sait pas si Celebrimbor a eu une femme. Enfin, en tout cas, il y a pas de trace de ça. À la rigueur, quitte à inventer une histoire d'amour, créer une histoire tangible et forte avec Celebrimbor et une femme qu'il aurait pu avoir, même une enfant, ce qui rajouterait un drama beaucoup plus fort au moment où Celebrimbor sera buté. Oui, spoiler alerte, Celebrimbor va crever. Vous êtes prévenus. De toute façon, vous êtes dans la partie spoil. Celebrimbor va mourir, pas dans cet épisode, mais il va mourir. C'est son destin. Il va crever, il va être transformé en bagnard par les orques. Voilà. Donc, l'ombre du Mordor a un autre pouvoir. C'est vrai que quelque part, l'ombre du Mordor avait de meilleures idées que les anneaux de pouvoir, sur certaines choses, au niveau développement de certains personnages. Enfin, du moins pour le Celebrimbor. Enfin bref.
Voilà, donc je pense qu'à mon avis, l'espèce d'elfe, de jeune elfe blonde, vu que ça lui fait penser à Galadriel, théorie, c'est peut-être Celebrian, mais on ne la nomme pas encore. Pourquoi ne pas la nommer? Putain! Et encore une fois, où est Celeborn? Toujours pas notifié, niquez-vous. Oui, et puis encore une fois, le fait que Elrond aussi, pendant ce temps-là, lui, a fait un sprint de ses grands morts d'Eregion jusqu'au Havre Gris. Alors, encore une fois, pas de temporalité, pas d'explication. Il la nomme dans l'épisode, oui, je sais qu'il la nomme, mais si ça se trouve, c'est peut-être un autre nom qu'elle s'est donné pour passer inaperçu. Et qu'elle servirait d'espionne à Galadriel. J'en sais rien, imaginons les théories, hein, mais bon, ça me paraît alambiqué, mais bon, ça me paraît tellement farfelu que ça correspond un peu à l'idée de la série, qui est déjà un peu farfelue sur beaucoup de choses. Salut Luxus, comment ça va? Lucius. Non, enfin Nick quoi. Ensuite du coup le Elrond qui fait des allers-retours en mode bourrinage, qui arrive, oui Galadriel avait raison, machin, et Gil-galad qui fait, ah bah en fait dommage, j'ai déjà envoyé l'armée, c'est con hein. Alors Gil-galad qui a quand même une vision de l'anneau où il voit sa propre mort. Parce que si vous analysez bien la vision qu'il a dans l'épisode 5, c'est sa mort qu'il voit au Mordor. Il voit sa mort au Mordor. Analysez bien la scène, vous allez voir le truc, c'est assez marrant. Hein. Bof, on en reparlera plus tard. Pas de soucis, Luxus. Donc ouais, et du coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces parties-là. Hein. Enfin, si, il y a Nathar qui essaie de convaincre Celebrimbor de créer les anneaux des hommes, machin, et finalement, qui arrive à le convaincre de créer les anneaux des hommes, et qui fait une référence à, oui, mais les hommes, ok, ils ont du mal en eux et tout, mais regardez, dans les temps incertains, certains d'entre eux arrivent à s'élever au-dessus des autres. Pensez à Tuor, et Arendil, et Beren, fils de Barahir. Petit rêve que j'ai trouvé sympa, et ce qui est vrai, hein, dans les hommes ont tendance à être corrompus, à avoir des problèmes, mais dans les temps les plus troublés, certains d'entre eux dépassent leurs conditions. Donc, pourquoi pas? Ah si, putain, le coup des nains, oui. Le coup des nains, genre Durin 3, qui, au lieu de refourguer les anneaux des nains aux autres en mode, il les refourgue, quoi. Non, c'est, hey, tu vas me payer, tu vas me laisser une part de tes mines, et je te file les anneaux. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Donc encore une belle connerie. Et putain, j'ai vu ça, je fais, oh mais vous êtes sérieux les mecs, quoi? Mais quoi? Non, la corruption de Durin 3 est totalement fuckée du cul, c'est... Nom de Dieu. Nom de Dieu. J'avais oublié ce passage-là, tu fais putain, mais qu'est-ce que vous racontez comme merde, les gars? Mais arrêtez d'être cons. Enfin bref, il parle de trouver des dirigeants dans les royaumes humains, mais on littéralement vu aucun royaume humain. Mais on a littéralement vu aucun... Oui, c'est vrai. Il parle de royaumes humains, mais on en a vu aucun. Il n'y a aucune mention nulle part depuis le début de la saison 2. Depuis le début de la saison 1 même. On te parle de Númenor et c'est tout. Vite fait, le royaume du Sud, qui est pas un royaume, hein, les terres, c'est juste les terres du Sud, qui viendra le Mordor. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune mention de tout ça, parce que je me demande bien comment ils vont faire. De Númenor à Rhûn et autres conneries. En tout cas, Theo, je pense qu'on peut repenser à la théorie qu'on avait émise en saison 1, qui est que Theo, vu comment ils ont l'air de le faire développer, si ça se trouve, ce sera peut-être le futur roi de l'armée des morts. Vu comment Theo a tendance à trahir et à mentir, peut-être qu'il sera le futur roi de l'armée des morts. Allez savoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que l'espèce de mage noir là qu'on voit dans les terres de l'Est sera peut-être non pas Saruman mais peut-être le futur roi censé Norgmar, même si je pencherais plus peut-être pour Camoul l'Oriental. Et encore, il y a pas une romance qui se crée entre Sauron et Galadriel. Non mais c'est depuis la saison 1 ça, et c'est parti, et c'est Nawak, ça n'a aucun putain de sens. Une romance, pourquoi faire? Enfin, ils ont développé une romance parce que Celeborn, son mari, avec qui elle a eu sa fille Celebrian quand même, qui est censée déjà être là au moment de la série, hein, n'existe pas, enfin, ou est porté soi-disant mort, encore une fois. C'est une incohérence, encore une fois, absolue. Ouais, mais là c'est hard, non mais là c'est... ça rend fou. Enfin bref, là je crois que j'ai plus grand chose d'autre à dire sur cette partie-là. Maintenant on va s'attaquer au gros morceau qui m'a fait dégoûter l'épisode. Theo, personnage oubliable de dingue. Ah mais Theo, putain, mais tout le monde s'en fout lui. Déjà Bronwyn en saison 1, rien à foutre. Qu'elle aurait été là ou pas en saison 2,
ça changeait rien à l'histoire, mais littéralement, hein, Theo c'est pareil, il a rien apporté. Si, l'épée magique, machin, l'épée magique, les mecs, encore une fois, l'épée aurait pu être là ou pas là, les orques pouvaient faire péter le barrage et faire transmettre leur flotte, hein, et faire couler la flotte. Ça n'aurait rien changé. C'est juste un détail. Il faut arrêter de se voiler la face et analyser le scénario tel qu'il est. Je parle pas de lore là, juste de scénario. Faut regarder le scénario, l'épée sert à rien, littéralement. Mais vraiment, elle pouvait ne servir à rien. Elle pouvait exister ou pas, servir à rien. En plus, l'acteur de Theo, il est à chier. Bah, c'est vrai qu'il est pas très bon, quoi. Il faut admettre que l'acteur qui le joue est pas terrible. Après, je sais pas si c'est son premier rôle ou pas, mais quand même, il y a un minimum, s'il te plaît. Enfin bref, et donc du coup, passons à Númenor. L'arc de Númenor, qui est malheureusement la partie la plus détruite dans cette série. Parce qu'encore une fois, bah, mésentente entre les scénaristes et les monteurs, hein, malheureusement. La discussion au début entre Myriel et Elendil qui parle que je suis un fidèle, machin, toi tu avais un fidèle, mais c'est quoi un fidèle? Il y a aucune explication en fait de qui sont les fidèles et qui sont les hommes du roi dans la série. C'est juste, on te le met comme un fait accompli, et soit tu le sais, soit tu le sais pas. Donc en gros, c'est soit t'as lu les bouquins, soit t'as pas lu les bouquins, et soit t'as lu les bouquins, tu sais c'est quoi un fidèle, tu sais c'est quoi un homme du roi, soit tu les as pas lus et t'es en mode, c'est quoi, c'est drop naming, c'est quoi, c'est non lâché, ça correspond à quoi, c'est quoi homme du roi, c'est quoi, c'est quoi les fidèles. Tu regardes l'épisode, franchement, t'es en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Myriel, Osef, Eärien, Osef, Valandil, Osef, Elendil, Osef, Pharazôn, Osef. Ah bah tout l'épisode, complètement ça, ils sont tous Osef, hein, littéralement. Salut Fëanor, salut Artharos. Donc pour ceux qui débarquent là sur le chat, je suis dans la partie spoil de l'épisode 5. Donc si vous avez pas vu l'épisode 5, bah revenez un peu plus tard. L'arc de Númenor, je rage intérieurement, je vois pas comment quelqu'un qui n'a pas lu les bouquins peut comprendre un truc. Je suis complètement d'accord. Franchement, je suis complètement d'accord. Je sais pas comment les gens qui ne connaissent rien à Númenor peuvent comprendre ce qui se passe là-bas. C'est vrai, j'ai essayé d'en détruire des choses. Mais j'ai pas trop bien compris. Fidèle de quoi? Bah du coup, je vais vous expliquer c'est quoi, parce que pour ceux qui n'ont rien compris à cet épisode-là, pour ceux qui ne connaissent pas Númenor, en gros, avant que Sauron débarque à Númenor, parce qu'il va débarquer là-bas en tant que prisonnier et foutre encore plus le bordel, il faut savoir que depuis environ 3 ou 4 rois à Númenor, donc ça fait environ 4 ou 500 ans, il y a une division politique dans la population, entre les hommes du roi et les fidèles. Les hommes du roi, ce sont ceux qui sont partisans du roi, et du coup, et le roi en fait ont tendance à vouloir couper les ponts avec les elfes, interdire le Quenya, donc la langue des elfes, à parler là-bas, à favoriser la Douniac, à dire que les Valar sont des connards, et que du coup, l'immortalité est cachée par les Valar, et que du coup, les hommes de Númenor en sont punis. Tandis que les fidèles restent fidèles aux traditions, aux amitiés avec les elfes, et au contact avec les dieux, tout ça. Donc en gros c'est ça, il y a une division politique et théologique. C'est ça en gros, les fidèles sont ceux qui sont fidèles aux anciennes coutumes, aux elfes et aux dieux, et les hommes du roi sont ceux qui le sont de moins en moins, et qui préfèrent se concentrer sur leur gloire. C'est nous les hommes de Númenor, c'est nous les plus forts. C'est littéralement ça. Je me souviens plus si la division vient avant ou après la capture de Sauron. Elle date déjà d'avant. Elle date de déjà bien avant, là, ça a commencé bien avant, la division entre les fidèles et les hommes du roi. Sauron, lui, il est capturé avec le dernier roi de Númenor, Ar-Pharazôn, qui, d'ailleurs, dans mon souvenir, prend le pouvoir et épouse sa cousine Myriel. Myriel qui lâche sans pression le fait que ça fait des années qu'elle sait pour la submersion de Númenor et qu'elle a rien fait. Oui, des années qui, dans la série, il s'est pas passé des années quand tu regardes, hein, il s'est passé quelques mois. Pas des années. Donc déjà, problème. Parce que sa vision, elle l'a dans la saison 1. Jamais on en parle avant. J'ai bien aimé quand même Elendil qui commence à devenir le boss. La loyauté de ses hommes devant son renvoi, d'envisager le futur grand roi qui nique tout. Ouais, c'est un peu ça, ça fait plaisir. Effectivement, on voit le côté de Elendil où, là, ils en font juste un capitaine, alors que Elendil, c'est pas juste un capitaine. Hein. C'est littéralement une branche cousine de la royauté. Quand même. C'est la maison de Valandil. Je sais même plus c'est quoi, la maison d'Amandil, je crois, dans le lore. Je vais vous dire ça. Mais ça veut dire que depuis avant la série, elle a rien foutu pour sauver son peuple. Ouais, c'est ça. Concrètement, la manière dont elle l'a dit, ça veut dire que depuis avant la série, elle a jamais rien foutu pour son peuple. Toi, t'es là, tu fais... Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Vous êtes sûr de ce que vous dites, la bande de tarés?
Donc ouais, c'est un peu nawak. Donc attendez, je vais me sortir la généalogie de Númenor sous le nez là. Alors généalogie de Númenor qui est juste ici. Donc ça c'est roi de roi de Gondor. Donc c'est ça. Donc généalogie de Númenor, donc c'est ça. Donc la maison, c'est la maison des seigneurs d'Andúnier, qui a été fondée par du coup Valandil, qui était le fils de Silmarien, une des deux filles du roi Tar Elendil. Donc au moment de donc il y a plusieurs millénaires de ça. Et après, ça a donné la maison des seigneurs d'Andúnier. Et dans la maison des seigneurs d'Andúnier, tu as du coup Elendil. Donc du coup, c'est une branche cousine de la lignée principale de Númenor. Lignée principale qui s'est arrêtée avec Ar-Pharazôn. Du coup, pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein, voilà, pour vous donner une idée. Donc du coup, nous avons Tar Miniatour, donc Elros, les différentes descendances avec du coup Tar Vandamir, Nalondil qui a été d'un côté, Taramandil de l'autre, les familles qui se sont reconstituées ici et qui ont continué avec du coup Tar Anarion. Qu'est-ce que j'aime Anarion. Et donc du coup de ce côté-là, à partir de Tar Elendil, ça a séparé. Il y a eu Tar Melendur d'un côté, il y a eu ces deux filles. Silmarien a donné Valandil et du coup c'est la branche cousine qui arrivera jusqu'à Amandil, le père d'Elendil, Isildur et Anarion. Et il n'y a pas la fille qui est affichée parce que la fille, on ne sait pas ce qu'elle devient. Il n'y a aucune information sur elle dans les bouquins. Et Ar-Pharazôn qui du coup a épousé sa cousine Myriel. Et ils n'auront pas de descendance et ils mourront tous ensemble. Voilà. Donc, nous disions, Tar Myriel, j'ai bien aimé quand même, non, mais ça veut dire que depuis avant, ils veulent qu'on soutienne Pharazôn, à part ça, je vois pas. Bah, disons qu'effectivement, la manière aussi dont Pharazôn est mis en avant, et son fils, j'ai oublié son nom, tellement, comme il n'existe pas dans les bouquins, du coup, je sais même plus comment il s'appelle. Ah, je crois que j'ai ma femme qui s'est fait mal, là. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour? Bon, ça va, rien de grave, elle s'est cognée, mais ça a quand même bien tapé dans le... Ça a bien cogné. Et toujours zéro trace d'Anarion ni de Citalion. Tout à fait, ce que je disais tout à l'heure, aucune trace d'Anarion, encore une fois. Le deuxième fils n'existe pas. Toujours rien, c'est à croire qu'en fait Anarion n'apparaîtra jamais dans la série, et s'il n'apparaît jamais... Alors, dans ce cas-là, il y a la lignée d'Aragorn n'existe pas. Il manque la cérémonie de la mort de son frère quand même. C'est vrai qu'il y a pas, oui, c'est vrai qu'il y a la cérémonie à un moment donné. Il faut une cérémonie, c'est vrai à un moment donné. Donc, on va faire dans l'ordre. Il y a un moment donné où on voit les hommes qui, du coup, ils font en sorte que les fidèles donnent leur matériel, tout ça, tous ceux qui ont combattu avec Elendil, genre de trucs. Bon, encore une fois, encore une fois, Númenor et tout Númenor. La capitale est grande, mais on nous montre toujours les mêmes putains de ruelles, les mêmes coins, tout ça. Il y a très peu de décors mis en valeur, ce qui est très dommage. Encore une fois, parce que Númenor n'est pas du tout mis en valeur dans cette saison, ou dans la saison en général, ce qui est dommage. On voit du coup effectivement que Elendil quand même commence à avoir une certaine présence et un certain attrait envers ces hommes, pour nous préparer à son divin avenir de je serai le roi d'Arnor et de Gondor, machin, fondateur des royaumes en exil et autres trucs.
Bon, là, c'est vrai que bon, c'est pas terrible. Enfin, le développement d'Elendil est pas ouf, quoi, mine de rien. Donc ouais, sa fille qui est complètement conne, est Arienne, et vraiment du jour au lendemain, elle pète un câble. Et genre, c'est une connasse. Non, et puis en pire, oui, mais attends, Valandil, non, mais je peux faire en sorte que tu restes machin, t'es un ami, tout ça, et lui qui fait, écoute, on voit clairement qui sont tes amis maintenant, hein. Chais, ferme ta gueule, vu que tu veux te mettre avec l'autre fils de Pharazôn, la machin dont on oublie le nom, qui est un petit con, hein. Qui est un petit con. Par contre, j'ai pas compris, hein, sur internet, au moment où justement. Attends, on va en parler après. Surtout la vision d'Elendil, on est censé comprendre quoi? Ah oui, mais non, on va rien comprendre. La vision d'Elendil, je pense, c'est surtout dire que Elendil comprend qu'il va quitter Númenor un jour. Je pense que c'est ça la vision. Et encore, j'ai rien compris. Donc la cérémonie de mort, ils sont tous dans le temple machin, et puis en fait les hommes du roi arrivent, ils font bon bah en fait non, le temple est fermé par ordre du roi, tous les trucs comme ça sont fermés, machin machin. Le petit mec qui fait rendez-lui la statue, dit Elendil. Ok, Pouk, ah mince, je l'ai cassé, il se prend un pain, bon ça fait plaisir, hein, Elendil qui lui met un pain dans sa gueule. Elendil c'est le personnage qui m'avait le plus parlé de la première série, mais punaise quel gâchis, ils auraient tellement plus développé ce perso. Complètement d'accord. Encore une fois. Elendil qui lui met un pain. Enfin voilà. Ça commence à partir en sucette. Valandil qui du coup s'embrouille avec le Genophi, le fils de Pharazôn. Machin, il va pour le buter, finalement il le bute pas. Et du coup c'est lui qui bute Valandil. Et t'as beaucoup de gens qui sont en mode ouais, citez-moi un meilleur méchant que ce gars-là dans la série. Et tu vois lui qui pop, tu fais quoi? Mais lui un meilleur méchant, mais il pue la merde. Il est mal écrit au possible. T'as quasiment pas d'infos sur lui. Il y a pas de développement de personnage. C'est juste genre un ado de merde qui essaie de se faire connaître. Et encore, le personnage est nul. Même le temple, on comprend même pas la nature de ce temple. C'est le culte. Bah c'est vrai que même la nature du temple, tu la comprends pas quoi. Enfin, tout l'arc de Númenor est gâché. Tout est expédié, t'as pas le temps de comprendre les trucs, tu captes rien. Je suis désolé, mais moi encore qui ai eu les bouquins, il y a des trucs que je comprends. Mais pour quelqu'un qui a pas lu les livres, l'arc de Númenor, tu fais comment pour t'en sortir? Oui. Il est où le deuxième? Il y en a un deuxième? J'en sais rien, moi. Oui, il y en a un deuxième. Bah, du coup, tu vois ma réponse, j'en sais rien du tout. C'est rien du tout, mon amour. À part Albrando et Elrond, il n'y a aucun qui fait rêver, c'est tous des chiffres molles. Non, moi Elrond, il me plaît bien, Durin et Disa, toujours. Elendil, il est bien aussi, mais malheureusement, bon, Númenor est vraiment gâché. Et du coup, le coup de la mort de Valandil, je n'ai rien ressenti. Parce que le personnage, encore une fois, on s'en bat un peu les couilles. Ouais, c'est le pote d'Isildur, d'accord, machin. Alors, dans les bouquins, on sait que Isildur avait un ami nommé Valandil qui est mort. Et c'est pour ça que l'un de ses fils s'appellera Valandil, d'ailleurs. Si je me rappelle bien, c'est ça. Mais bon, le chagrin d'Elendil ou d'Arienne est incompréhensible parce que Isildur est toujours vivant, quoi. Sauf qu'ils savent pas où il est. Enfin, il y a trop d'incohérences. Même moi, je m'y perds dans mon résumé pour vous dire à tel point ça n'a pas de sens. Tellement ça n'a pas de sens. Donc ouais, c'est fait. Je comprends rien. On comprend rien. C'est. On comprend rien. C'était voilà le secteur, la partie de Númenor, on comprend que dalle. C'est le bordel. C'est pour des gens qui n'ont pas lu les bouquins, c'est le bordel. Vraiment, tout est comprimé 3000 ans, c'est abusé, et donc en conséquence, tout doit aller super vite. Ils vont se traîner cette erreur jusqu'à la fin et seront obligés de tout massacrer. Bah ouais. Malheureusement, c'est ce qui se passe et ça se ressent et ils essaient de développer, ils veulent développer l'arc des semi-hommes et du vieux mage et du mage dont tout le monde en a rien à carrer, enfin du moins qui n'apporte pas grand chose à l'histoire générale et ils écrasent le lore de Númenor. Enfin c'est Númenor qui était pour moi le truc qui me hypait le plus dans cette série est totalement gâché. N'empêche 5 milliards dans cette série pour que les décors soient répétitifs comme ça. Númenor il y a 3 rues, les nains il y a 3 salles, Ostinidil il y a que la forge et la place.
ni la place. Ils essaient de faire des complots claqués, c'est terrible. Oui, en plus, oui, effectivement, le complot qu'on voit dans saison 4 qui est expédié en épisode 4 qui est expédié à vitesse grand V, Farazan qui devient le chef en mode Farazan, non, trop rapide. Enfin bref. Voilà, l'arc de Númenor m'a particulièrement énervé. Et c'est vraiment triste que ce qu'on a vu. Et la toute fin de l'épisode, il me semble que c'est ça, c'est on voit Galadriel qui, avec les orques et Hadar, et Hadar qui finit par on peut faire un compromis, je peux t'aider à trouver Sauron, aide-moi toi aussi, on peut être potes et pas ennemis. Et voilà, et ça finit comme ça, en gros. Et bref, épisode très décevant. Il y a des petites références, des petites idées sympas. Je repense au coup de l'elfe qui met l'anneau et qui du coup voit la noirceur vraiment de Sauron, mais Sauron lui fait croire que c'est Celebrimbor. Les petites références justement à Tuor et Arendil et Beren. Le jeu d'acteur de Celebrimbor qui commence à se rendre compte que petit à petit il y a un truc qui se passe chez lui et il se sent pas bien. Mon Dieu, si seulement ils avaient donné ce budget de fou à Peter Jackson. Peter Jackson aurait aussi fait des erreurs. Il aurait aussi fait des erreurs. Parce qu'encore une fois, ils ont voulu faire une série sur les anneaux de pouvoir. Mais encore une fois, je pense qu'ils auraient dû faire une série sur les anneaux de pouvoir, mais qui se concentre vraiment sur les anneaux de pouvoir. Sur vraiment la création du truc. Et pas comme ils ont essayé de faire avec Terre du Sud, Hobbit, Mage bizarre, et autres coins dont on n'a rien à foutre. Et inventer des personnages pour inventer des personnages, et voilà quoi. Personnages qui n'apportent pas grand chose quoi. Je vous ai dit, t'as une réalisatrice de l'épisode qui faisait des clips de rap avant. Pourquoi engager des nullards qui connaissent rien à l'heroic fantasy aussi? Bah, t'as pas besoin de connaître l'heroic fantasy pour être un bon réalisateur. Je vous prends un exemple, Peter Jackson n'avait jamais tourné de trucs d'heroic fantasy avant de faire les Seigneur des Anneaux. Cependant, Peter Jackson était quand même un bon réalisateur de base. Et puis il était pas tout seul aussi à bosser là-dessus, il y avait quand même Andy Serkis aussi qui l'a aidé. Lui au moins, il lui aurait fait abandonner cette série pourrave de faire 3000 ans en 5 saisons. non, quand même pas. Mais non, Peter Jackson n'aurait pas pu faire mieux non plus. Enfin, ça a été un gros défi. C'est un gros défi qu'ils essaient de réaliser, mais un défi qui malheureusement ils réalisent un poil mal quoi. Et ça se ressent drastiquement. Enfin bref, épisode 5 très décevant pour moi. Mérite une note de 4 ou de 5 sur 10. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Númenor extrêmement gâché. Le truc des nains qui est, il y a des bonnes idées aussi, mais des trucs qui vont pas du tout. Bon, la musique, ouais, génial, la musique, les costumes, ouais, il y a un mieux, ouais, machin. Mais je suis désolé, mais le scénario, il y a trop de trucs qui vont pas, quoi. Il y a trop de trucs qui vont pas. Et je parle même pas du lore, là. Je parle juste vraiment de l'épisode en lui-même. Un poil, t'es gentil. Un poil, je suis gentil, et c'est la note la plus basse que j'ai donnée actuellement. La meilleure note, c'est 7,5, c'était pour l'épisode 2. Épisode 2, pour moi, est le meilleur. Actuellement, l'épisode 2 est pour moi le meilleur. C'est le mieux fait. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire pour ceux qui ont vu l'épisode, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour la chaîne YouTube, et à venir me follow aussi sur Twitch si le cœur vous en dit, pour pouvoir justement discuter de la série en avance de tout ça, et même voir les autres let's play et autres trucs que je fais. Merci encore une fois aux donateurs de soutenir mon travail, et on se retrouve du coup pour la prochaine analyse de l'épisode du coup 6 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir pour jeudi prochain normalement, si je ne suis pas malade. Salut YouTube.